Le faible gémissement de mon fils me tira d'un sommeil léger. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant, et posai précipitamment la main sur son front. Il était brûlant comme une braise. J'eus l'impression que quelqu'un me serrait le cœur dans un étau. Léo, mon fils de 5 ans, avait de nouveau de la fièvre. Je regardai l'horloge. La petite aiguille venait de passer 11 heures du soir. Dehors, Paris ne dormait pas encore, mais dans cette vaste demeure de Neuilly-sur-Seine, on n'entendait que la respiration rauque de mon fils et les battements affolés de mon propre cœur. Je me hâtai d'essuyer son corps avec une serviette tiède et de reprendre sa température, 39 degrés. Le nombre rouge qui s'affichait clairement sur le thermomètre électronique me transperça les yeux comme un poignard. D'une main tremblante, je fouillai la boîte à pharmacie. J'avais déjà utilisé la dernière dose d'antipyrétique dans l'après-midi. Il fallait l'emmener à l'hôpital. Je pris mon fils inerte dans mes bras. Son petit corps fragile semblait être une boule de feu. Je sortis de la chambre en courant et me précipitai dans le salon. Là, mon mari, Étienne Chevalier, était assis nonchalamment sur le canapé, les jambes croisées, pianotant sur son smartphone en fredonnant un air joyeux. Il portait des vêtements de marque neuve, ses cheveux brillaient de gomina, et à côté de lui se trouvait une valise de voyage déjà bouclée. « Étienne, chéri », l'appelai-je d'une voix brisée par la terreur. « Léo a une fièvre très forte, il faut vite l'emmener à l'hôpital. » Étienne leva la tête et me regarda d'un air agacé. Il fronça les sourcils. C'était l'expression familière qu'il arborait chaque fois que je dérangeais son plaisir. « Eh bien, tu n'es même pas capable de t'occuper de lui correctement. S'il a de la fièvre, donne-lui un médicament. Pourquoi faire tout ce cinéma ?» Sa voix ne contenait pas la moindre once d'inquiétude. « Il n'y a plus de médicaments. La fièvre est si haute qu'il pourrait faire des convulsions. Allons-y, s'il te plaît, chéri, le suppliai-je, les larmes prêtes à couler. » Étienne se leva avec irritation. Mais au lieu de venir vers moi, il se dirigea vers sa valise. « Débrouille-toi, appelle un taxi et vas-y. J'ai une affaire urgente, je ne peux pas venir. » « Quelle affaire peut bien être plus urgente que ton fils ?» criai-je presque. « On devait partir en vacances à Cannes demain, tous les trois. Tu m'avais promis de nous emmener, Léo et moi. » À la mention du voyage, l'expression d'Étienne devint encore plus cruelle. Il ricana. Un rire qui me souleva le cœur. « Des vacances ? Crois-tu vraiment mériter des vacances ? Regarde-toi un peu. Tu sens le pot au feu à longueur de journée, et tu as une allure si provinciale. Partir avec toi ne ferait que nuire à ma réputation. Ce voyage, je le fais avec Chloé Lambert, tu as compris. Chloé Lambert. Ce nom me frappa la tête comme un marteau. Cette femme, sa jeune et belle maîtresse qu'il fréquentait depuis plusieurs mois. Je savais tout, mais j'avais serré les dents et supporté en pensant à mon fils. Mais aujourd'hui, il l'admettait ouvertement, piétinant sans vergogne 6 années de mariage. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Comment peux-tu » balbutiai-je, le cœur si serré que j'avais du mal à respirer. « Oh, arrête ton mélodrame, Amélie, » dit-il, exaspéré. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Allô, Chloé, ma chérie ? J'arrive tout de suite. »« Oui, ma femme casse-pied, qui me fait une scène. » Il parlait avec la voix la plus douce et la plus tendre du monde, sans se soucier le moins du monde de ma présence juste à côté de lui. Après avoir raccroché, il me foudroya d'un regard glacial. « Reste sagement à la maison, et ne t'avise pas d'aller faire un scandale quelque part. Si tu gâches ce voyage, je ne te le pardonnerai pas. » Sur ces mots, il prit sa valise et se dirigea vers la porte d'entrée. Comme une folle, je courus avec Léo dans les bras et me plaçai devant sa voiture. « Tu ne peux pas partir. Ton fils est si malade. Tu es son père. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. » Je frappai la vitre de la voiture, hurlant de désespoir. Étienne baissa la vitre. Son visage arborait une cruauté que je n'avais jamais vue. « Tu veux mourir ? Dégage !» Comme je ne bougeais pas, il sortit brusquement de la voiture, m'attrapa par les cheveux et me traîna vers la maison. Aïe ! Je poussai un cri de douleur, et Léo, dans mes bras, éclata en sanglots, terrifié. Sans la moindre pitié, il me traîna à travers le salon jusqu'à une remise délabrée située à l'arrière de la maison. C'était une pièce humide et sombre, utilisée uniquement pour entasser de vieilles choses cassées. L'air y était toujours chargé d'une odeur de moisi et d'urine de rat.
Il nous poussa brutalement à l'intérieur, Léo et moi. Reste ici, et réfléchis à ton sort. Tu sortiras quand tu auras retrouvé tes esprits. Sur ces mots, il claqua la lourde porte en bois. Le son sec et impitoyable du verrou que l'on tire et du cadenas que l'on ferme résonna. Chaque son était comme une lame qui tranchait mon dernier espoir. Étienne, ouvre la porte, s'il te plaît, ne nous enferme pas ici. Léo a une fièvre terrible. Étienne. Je frappai la porte comme une forcenée, criant jusqu'à en perdre la voix. Mais la seule réponse fut le bruit du moteur de la voiture qui s'éloignait, un son qui disparut bientôt dans l'obscurité de la nuit. Je m'effondrai, impuissante, sur le sol froid en ciment, serrant Léo contre ma poitrine. Il pleurait à chaudes larmes, son corps devenant de plus en plus chaud. Dans l'obscurité totale, je n'entendais que sa respiration haletante et le bruit de mon propre cœur qui se brisait en 1000 morceaux. Mon mari, le père de mon enfant, venait de nous séquestrer, sa femme et son fils, pour partir en vacances avec sa maîtresse. Existait-il un enfer plus terrible? L'obscurité et le froid glacial de la remise nous engloutirent. L'odeur de moisi, d'urine de rat et le relent nauséabond des vieilles affaires me piquaient les narines, me serrant encore plus la poitrine. Assis sur le sol en ciment, je serrais Léo contre moi, essayant de le réchauffer avec la maigre chaleur de mon corps. Il avait cessé de pleurer et s'était endormi dans mes bras, mais son corps était toujours une fournaise, son souffle court et rapide. Je posai ma joue sur son front et sentis la chaleur ardente. Que faire maintenant? Sans médicaments, sans eau, combien de temps mon fils pourrait-il tenir, enfermé ici? L'impuissance et le désespoir m'étreignaient le cœur comme un étau invisible. La douleur était telle que j'en devenais insensible. Je scrutais les ténèbres, cherchant la moindre lueur d'espoir. L'unique fenêtre de la remise était en hauteur, barricadée par des planches clouées. Un faible rayon de lune filtrait à travers une fente, dessinant une fine ligne de lumière sur le sol, mais c'était bien trop peu pour distinguer quoi que ce soit. Je sentais seulement autour de moi un amoncellement de boîtes et de meubles cassés. C'était une prison parfaite. Une prison dans laquelle l'homme que j'avais aimé nous avait jetés. J'enlevai ma fine veste, l'humectai des larmes qui restaient sur mes joues, et essuyai doucement le front et le cou de mon fils, espérant faire baisser un peu sa fièvre. Il s'agita, humecta ses lèvres sèches et murmura dans son sommeil. « Papa, papa Étienne, papa me manque. » Chaque mot innocent de mon enfant était comme un millier d'aiguilles qui me transperçaient le cœur. Les larmes se remirent à couler, non pas de chagrin pour moi-même, mais de pitié pour mon fils. Il était trop jeune pour comprendre la cruauté de ce père qu'il aimait tant. Il pensait toujours que son père était un héros, le meilleur papa du monde, ignorant que ce héros s'amusait avec une autre femme, pendant que son propre fils luttait contre une forte fièvre dans une remise sombre et humide. Les souvenirs du passé me revinrent, aussi vifs qu'hier, le jour où j'avais rencontré Étienne. Il était un jeune architecte talentueux, et moi, une étudiante en dernière année, naïve et pure. Il s'était approché de moi comme un prince charmant, avec un sourire chaleureux et un regard doux. Il disait aimer mon côté simple et affectueux. Il disait se moquer que je sois orpheline et issue d'une famille modeste. Il m'avait promis de me protéger et de prendre soin de moi toute sa vie. J'avais cru à ses douces promesses, contre l'avis de sa mère, Madame Béatrice, qui accordait une grande importance au statut social. Je suis devenu sa femme. Je pensais que son amour suffirait à surmonter tous les obstacles, et au début de notre mariage, nous étions vraiment heureux. Il était le mari le plus attentionné qui soit. En rentrant du travail, il m'aidait aux tâches ménagères et me massait les épaules. Le week-end, il m'emmenait manger les crêpes que j'aimais tant dans la rue. Quand je suis tombée enceinte de Léo, il était fou de joie. Il prenait soin de moi avec une dévotion extrême, m'interdisant de porter quoi que ce soit de lourd. Il collait souvent son oreille à mon ventre et chuchotait au bébé. À cette époque, je croyais être la femme la plus heureuse du monde. Mais, quand tout a-t-il commencé à changer? Était-ce lorsque l'entreprise familiale, le groupe Chevalier, a connu des difficultés et qu'il a dû demander de l'aide à sa mère? Ou était-ce à l'arrivée de Chloé Lambert, qui l'a séduit avec sa jeunesse, sa beauté et ses paroles mielleuses? Il a commencé à rentrer de plus en plus tard. Les dîners en famille se sont raréfiés, et son intérêt pour mes sentiments a été remplacé par des paroles agacées et un regard froid. Il est devenu l'homme de sa mère, ne jurant que par elle,
et a commencé à considérer tous mes sacrifices et ma patience comme acquis. Il s'est transformé en une personne complètement différente, un homme étranger, égoïste et cruel. J'ai essayé de le retenir, j'ai tenté de lui pardonner, je me suis menti à moi-même en me disant que c'était juste le stress du travail, qu'il redeviendrait bientôt le mari d'avant. Mais j'avais tort. Une fois qu'un cœur a changé, il est inutile d'essayer de le retenir. Maman, j'ai froid. Le gémissement de Léo me ramena à la dure réalité. Je le serrai plus fort, essayant de le protéger du froid du ciment avec tout mon corps. Sa respiration devenait de plus en plus faible. Léo, ne fais pas peur à maman. Tiens bon, mon bébé. Quelqu'un viendra bientôt nous sauver, murmurai-je. Mais moi-même, je ne savais plus quoi croire. Qui viendrait nous sauver? Ma belle-mère, Béatrice, qui ne m'avait jamais accepté comme sa belle-fille, se réjouirait peu, être de la disparition de cette épine dans son pied. Mon beau-père, Monsieur Henri Chevalier, était un homme taciturne et réservé. Au cours des dernières années, il n'était jamais intervenu dans les affaires de notre couple et ne m'avait jamais défendu face au mauvais traitement de sa femme. Je ne pouvais pas compter sur lui. J'étais vraiment au pied du mur. Je regardais, impuissante, la porte en bois solidement fermée. Le désespoir m'envahit. Allions-nous mourir ici, maudits, dans le froid et la solitude, abandonnés par l'être le plus cher. Cette pensée me fit frissonner de tout mon corps. Non, je ne peux pas mourir. Je dois vivre. Je dois vivre pour élever mon fils, et je dois vivre pour faire payer ceux qui nous ont infligé cette souffrance. Mais que pouvais-je faire maintenant? À bout de force, je ne pouvais que pleurer en serrant mon fils dans mes bras. Des larmes chaudes coulaient sur mes joues et tombaient sur le visage brûlant de mon enfant. À cet instant précis, à ce moment de désespoir où je sentais tout espoir s'éteindre, j'entendis un bruit étrange venant de l'extérieur. Un grincement, un tout petit bruit. Un son sec et lent, comme du métal frottant contre du métal. Mon cœur s'arrêta. Qu'est-ce que c'était? Le vent qui faisait gratter une branche sur le toit? Ou un rat qui rongeait quelque chose? Je retins mon souffle et tendis l'oreille. Clic. Cette fois, c'était plus clair. On aurait dit que quelqu'un essayait de forcer le cadenas. Était-ce Étienne? Était-il revenu? Ou un cambrioleur? Qui que ce soit, pourrait-il être notre porte de sortie? Ou une autre porte vers un enfer encore plus terrible? Le son sec du cadenas qui s'ouvrait brisa le silence de la remise, et tout mon corps se figea. Toutes les pensées s'arrêtèrent dans ma tête, seule une peur primitive m'étreignait la poitrine. Qui pouvait bien être là dehors, au milieu de la nuit? Mon premier réflexe fut de me cacher plus profondément dans l'obscurité. Comme une bête protégeant son petit, je serrai Léo encore plus fort contre moi. Je lui couvris la bouche, craignant que le moindre de ses gémissements ne soit entendu par la personne à l'extérieur. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il allait sortir de ma gorge. Dehors, les bruits de métal devenaient de plus en plus clairs et pressés. Quelqu'un essayait manifestement de briser le verrou. Était-ce Étienne qui avait changé d'avis et était revenu? Mais non, ce bruit n'était pas celui d'une clé entrant dans une serrure. C'était plus brutal, comme si quelqu'un forçait le verrou avec un objet solide. Un cambrioleur? Cette pensée me glaça le sang. Si c'était un cambrioleur, ne commettrait-il pas une atrocité pour nous faire taire en nous découvrant? Ou était-ce quelqu'un envoyé par Étienne? Avait-il envoyé quelqu'un pour m'intimider, craignant que je ne fasse un scandale? Un millier d'hypothèses terribles tourbillonnaient dans ma tête. J'étais au bord de la folie. Avec un grand fracas, la porte en bois épais céda sous une force extérieure puissante. La lumière jaunâtre du couloir projeta une silhouette humaine massive devant la porte. Je retins mon souffle, fixant cette ombre noire, et saisis inconsciemment un morceau de bois pourri à côté de moi, me préparant à un combat dérisoire. L'ombre entra. Sa démarche était un peu chancelante et pressée. Quand la personne entra dans le faible clair de lune qui filtrait par la fenêtre, je fus stupéfaite de reconnaître mon beau-père, Monsieur Henri Chevalier. Je n'en croyais pas mes yeux. Il était en pyjama de soie, ses cheveux grisonnants en désordre. Son visage, d'habitude si calme et imposant, était empreint d'une terreur et d'une inquiétude extrême. Il haletait, et dans sa main, il tenait encore le pied de biche qu'il venait d'utiliser pour forcer la porte. « Amélie, Amélie, ça va ?» appelait-il mon nom d'une voix tremblante et rauque. Son allure imposante habituelle avait disparu.
En nous découvrant blottis dans un coin sombre, il jeta le pied de biche par terre et se précipita vers nous en titubant. Mon Dieu, cette bête! Avoir fait ça à sa propre femme et son propre enfant. Il s'agenouilla à côté de moi et toucha la joue de Léo d'une main rude et tremblante. La chaleur intense qui se dégageait de son petit-fils le fit sursauter. Il a une fièvre terrible, il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Ce n'est qu'à ce moment-là que je repris mes esprits. La peur se transforma en surprise et en une faible lueur d'espoir. Papa, papa, sanglotai-je, un mélange de chagrin, de peur et de gratitude tardive. Comment saviez-vous que nous étions ici? Il ne répondit pas tout de suite. Il enleva rapidement sa robe de chambre pour envelopper Léo, puis le souleva d'un coup. On parlera plus tard. Allons-y. Il faut d'abord sauver mon petit-fils, ordonna-t-il de sa voix habituellement décisive. Je me levai, précipitamment. Les jambes engourdies par la longue position assise, je le suivis en chancelant hors de la remise. Dans le salon, les lumières étaient vivement allumées. La valise d'Étienne avait disparu. Sur la table basse, 2 verres de vin à moitié vides traînaient. Sur l'un d'eux, une marque de rouge à lèvres écarlates de Chloé Lambert était clairement visible, comme une moquerie sanglante. Monsieur Chevalier ne leur jeta même pas un regard et se dirigea directement vers le garage. Il allongea Léo sur la banquette arrière et me pressa de monter. « Monte vite !» La berline de luxe, habituellement réservée aux occasions importantes, fila à toute allure sur les routes nocturnes comme une bête blessée. Assis sur le siège passager, je me retournai pour regarder Léo, inconscient sur la banquette arrière. J'avais le cœur en miettes. « Papa! Étienne !» Hésitai-je. Il me coupa la parole. Il est parti. Sa voix était glaciale. Il serrait si fort le volant que les jointures de ses doigts étaient blanches. Il est parti avec cette renarde. Je les ai vus. Naspuisanye, assoupia. Il s'avéra que cette nuit-là, souffrant d'insomnie, il était sorti sur le balcon pour prendre l'air et avait par hasard vu la voiture d'Étienne partir. Mais la personne à bord n'était pas moi ni mon fils, mais Chloé Lambert. Pris d'un mauvais pressentiment, il était descendu nous chercher. Voyant notre chambre vide, il avait essayé d'appeler Étienne, sans succès. Il avait fouillé toute la maison, et c'est en passant devant la remise qu'il avait entendu mes faibles sanglots. « C'est ma faute. Je l'ai laissé faire trop longtemps, » dit-il d'une voix pleine de regret, en serrant les dents. Je pensais que ce n'était qu'une passade, qu'il finirait par reprendre ses esprits. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse perdre à ce point toute humanité. Je ne fis que pleurer en silence. Il savait tout. L'infidélité d'Étienne, le fait que j'avais enduré en silence, mais il avait choisi de se taire. Et ce silence avait être aussi été un couteau invisible qui avait contribué à me pousser en enfer aujourd'hui. La voiture filait sur la route déserte. Les lampadaires balayaient son visage vieilli, éclairant les rides profondes creusées par la douleur et le remords. L'hôpital n'était plus très loin. Je regardais mon fils. Il était toujours inconscient, sa respiration de plus en plus faible. « Tiens bon, mon bébé. On y est presque, » murmurai-je. C'est alors que le téléphone portable de Monsieur Chevalier sonna, un numéro inconnu. Il fronça les sourcils et activa le haut-parleur. « Allô ?» Une voix d'homme pressé se fit entendre. « Excusez-moi de vous déranger. Êtes-vous un membre de la famille du propriétaire du véhicule immatriculé 75AB 123CD ?» Mon cœur se serra. C'était la plaque d'immatriculation de la voiture d'Étienne. « Oui, je suis son père. »« Que se passe-t-il » grogna Monsieur Chevalier. « Il vient d'avoir un accident sur l'autoroute A6. Son état est très critique. » Mes oreilles se bouchèrent, et tout devint noir devant mes yeux. Étienne avait eu un accident. Maintenant, à cet instant précis où il nous avait abandonnés sans pitié, sa femme et son fils, pour partir avec sa maîtresse. Un sentiment de joie mauvaise me traversa l'esprit un instant, mais fut aussitôt remplacé par une confusion extrême. Je le détestais à en mourir, mais je n'avais jamais souhaité sa mort. Il était le père de mon fils. Le téléphone tomba des mains de Monsieur Chevalier sur le plancher de la voiture. La voiture fit une embardée dangereuse. « Papa !» criai-je en attrapant le volant en urgence. Il fixait le vide devant lui, l'air absent, et murmura « C'est le karma. C'est vraiment le karma. » La voiture s'arrêta devant l'entrée de l'hôpital. « Mais maintenant,
Ma tête n'était plus seulement remplie d'inquiétude pour mon fils, mais aussi d'une confusion sans issue. Mon mari cruel était entre la vie et la mort, et mon beau-père, qui m'avait sauvé de l'enfer, semblait sombrer dans son propre enfer. Cette nuit était encore bien trop longue. La porte des urgences se referma avec fracas, me séparant de mon fils. Je restais cloué sur place dans le couloir froid de l'hôpital, l'esprit vide. L'odeur piquante de désinfectant, le bruit des roues des brancards, les voix pressées des infirmières s'appelant les unes les autres. Tout se mélangeait en un bruit confus et lointain. Je n'entendais rien. Seule la respiration faible et intermittente de Léo et le cri silencieux dans ma poitrine résonnaient dans mes oreilles. Mon fils, ma vie, se battait contre la mort là-dedans, et je ne pouvais que rester ici, impuissante et inutile. Une main sèche se posa sur mon épaule. Je me retournai. C'était mon beau-père. Le visage de M. Chevalier était cendré, ses yeux injectés de sang étaient vides. « Amélie, dit-il d'une voix rauque, Étienne. Il est aussi en chirurgie, de l'autre côté. » Je suivis la direction qu'il indiquait. Non loin de là, au-dessus d'une autre porte d'urgence, la lumière en opération était allumée. Je savais qu'Étienne était là-dedans, le mari cruel qui nous avait poussés aux portes de la mort. Une étrange sensation me parcourut. Ni inquiétude, ni joie mauvaise, mais un vide effrayant. Tous mes sentiments pour cet homme semblaient être morts cette nuit-là dans la remise. Maintenant, je n'avais que l'inquiétude et l'intérêt pour Léo en tête. « Va voir dans quel état il est », dit M. Chevalier d'une voix lasse. Je secouai la tête, les yeux rivés sur la porte des urgences de mon fils. « Je reste ici, j'attends Léo. » Ma réponse fut brève mais ferme. M. Chevalier me regarda et hésita un instant. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je sois si froide, mais bientôt, la surprise dans ses yeux vieillis se transforma en pitié et en compréhension. Il ne dit plus rien et se tint silencieusement à mes côtés, regardant dans la même direction que moi. Un homme âgé et une jeune femme, attendant ensemble deux vies, mais leurs cœurs appartenaient à deux mondes complètement différents. Le temps s'écoulait, lourd et lent comme du plomb. Chaque instant était une torture. Je faisais les 100 pas devant la porte des urgences, les mains jointes en prière. Je priais le ciel, Dieu, mes ancêtres, tous les dieux qui pourraient entendre ma prière fervente. S'il vous plaît, sauvez mon fils. Il est si jeune et innocent que tous les péchés et les châtiments me retombent dessus. Monsieur Chevalier s'effondra sur une chaise d'attente, le visage enfoui dans ses mains. Son dos, d'habitude si droit, semblait complètement voûté. Je savais qu'il devait souffrir 100 fois plus que moi. D'un côté, son petit-fils gravement malade. De l'autre, son fils unique luttant pour sa vie. Quelle que soit l'issue, le cœur de ce père et de ce grand-père serait déchiré. Enfin, après 2 heures qui semblèrent un siècle, la porte des urgences de Léo s'ouvrit. Un jeune médecin sortit en enlevant son masque. Monsieur Chevalier et moi, nous précipitâmes vers lui. « Docteur, mon fils, mon petit-fils, comment va-t-il » Le médecin nous regarda avec un sourire de soulagement. « Heureusement, vous êtes arrivé à temps. L'enfant a fait des convulsions dues à une forte fièvre virale. Nous avons rapidement pris des mesures pour faire baisser la fièvre et il est maintenant hors de danger. Il faudra le garder en observation à l'hôpital pendant quelques jours. » À ces mots, mes jambes fléchirent et je m'effondrai. Des larmes de joie se mirent à couler. Mon fils était sauvé. Je remerciai le ciel. Monsieur Chevalier laissa échapper un long soupir de soulagement et m'aida à me relever. « Dieu soit loué, Dieu soit loué. Merci, docteur, vraiment, merci. » Léo fut transféré en pédiatrie. Le visage de mon fils, dormant paisiblement dans son lit, était encore pâle, mais sa respiration était redevenue régulière. Ce n'est qu'alors que mon cœur retrouva véritablement la paix. Je m'assis à côté du lit, pris sa petite main et la portai à ma joue. Tant qu'il était là, aucune autre tempête n'avait plus d'importance pour moi. Monsieur Chevalier nous observa un long moment depuis la porte de la chambre avant de se retourner silencieusement. Un peu plus tard, il revint avec une clé et un petit bout de papier. Il me les tendit. « Amélie, prends ça. » Je le regardai, perplexe. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» « C'est la clé du coffre-fort de mon bureau. Le code et la date de naissance de Léo. » Sa voix était étrangement basse et ferme. «
À l'intérieur se trouve le sceau de la société, tous les titres de propriété immobilière et quelques comptes d'épargne. À partir de maintenant, c'est toi qui gères tout ça. Je fus si surprise que je faillis laisser tomber la clé. Papa, que voulez-vous dire? Pourquoi me donnez-vous tout ça? Monsieur Chevalier me regarda droit dans les yeux. Il n'y avait plus d'abattement dans son regard, seulement une détermination d'acier. J'ai été trop faible. Mon silence a permis que vous enduriez cette souffrance. Le prix à payer aujourd'hui est bien trop lourd. Étienne, qu'il vive ou qu'il meure, n'a plus la légitimité de diriger cette famille. Et ta belle-mère est aveuglée par l'argent et son indulgence. Il me serra la clé dans la main. Amélie, je sais que tu es une jeune femme bonne, forte et sensée. Je ne peux plus faire confiance à personne d'autre que toi. À partir de maintenant, c'est toi qui prendras toutes les décisions concernant cette famille. Prends ces choses, protège-toi et élève Léo, pour qu'il devienne un homme admirable. Ne laisse plus personne, y compris ta belle-mère, vous tourmenter. Ces paroles, sa confiance, me firent pleurer. Ce beau-père, qui m'avait toujours semblé si strict et distant, avait en fait tout vu, et me donnait maintenant l'épée et le bouclier pour que je puisse me défendre. Je serrai la clé dans ma main. Son poids n'était pas seulement celui du métal. C'était le poids de la responsabilité, le poids de l'avenir qui s'ouvrait devant moi. C'est alors qu'une infirmière accourut en toute hâte depuis les urgences d'Étienne. « Monsieur Chevalier, le médecin demande à voir de toute urgence un membre de la famille du patient Étienne Chevalier. » Monsieur Chevalier se leva d'un bond. Je me levai aussi par réflexe, mais une phrase ajoutée par l'infirmière nous figea sur place, lui et moi. Ah, et la femme du patient vient également d'arriver, et fait un scandale à l'extérieur, exigeant de voir son mari. La femme du patient? J'étais là. Alors, cette femme dont parlait l'infirmière, c'était Chloé Lambert? Osait-elle se faire passer pour la femme d'Étienne et venir jusqu'ici? Les mots de l'infirmière furent comme un coup de foudre, nous laissant, Monsieur Chevalier et moi, pétrifiés sur place. L'épouse légale d'Étienne Chevalier, c'était moi, celle qui avait partagé 6 ans de mariage avec lui, la mère de son fils. Alors, qui était cette femme qui faisait du bruit dehors? Si ce n'était pas Chloé Lambert, qui d'autre cela pourrait-il être? Son impudence dépassait toutes les limites que je pouvais imaginer. Non contente de m'avoir volé mon mari, elle essayait maintenant de me voler ma place, ici même. Le visage de Monsieur Chevalier s'assombrit. Sans un mot, il se tourna et se dirigea d'un pas rapide et ferme vers les urgences d'Étienne. La colère me fit le suivre. Je voulais voir de mes propres yeux le vrai visage de cette femme qui avait détruit ma famille. Le couloir menant aux urgences d'Étienne était bien plus bruyant. De loin, on entendait des cris aigus et familiers. « Vous ne savez pas qui je suis? Je suis la femme d'Étienne Chevalier. Mon mari est là-dedans. Pourquoi m'empêchez-vous d'entrer? Si quelque chose lui arrive, vous en serez responsable. » Au milieu de plusieurs infirmières et agents de sécurité de l'hôpital qui tentaient désespérément de la retenir, se tenait Chloé Lambert. Elle était habillée de façon extravagante, comme si elle se rendait à une fête. Elle portait une robe rouge moulante, un maquillage prononcé et des talons aiguilles vertigineux. Loin de l'image d'une épouse inquiète pour son mari, elle ressemblait plutôt à une reine inspectant son domaine, furieuse que ses serviteurs n'obéissent pas à ses ordres. « Assez !» La voix de Monsieur Chevalier, aussi imposante que le son d'une cloche de temple, retentit et couvrit les cris de Chloé. Tout le monde se retourna, surpris. En voyant Monsieur Chevalier, Chloé parut un instant décontenancée, mais elle retrouva vite son air effronté. Elle courut vers lui, tenta de se jeter dans ses bras, et commença à jouer la comédie des larmes. « Papa! Papa, vous êtes là! Regardez, ça! Ces gens m'empêchent d'aller voir Étienne. Mon chéri se bat entre la vie et la mort là-dedans. Je suis si inquiète. Papa! » Elle se lamentait, désignant du doigt les infirmières et les agents de sécurité. Elle se posait en victime. Les badauds, qui ne connaissaient pas la situation, commencèrent à murmurer et à nous regarder avec des yeux pleins de pitié. Monsieur Chevalier lui retira froidement le bras et la repoussa légèrement. Dans son regard, il n'y avait pas la moindre affection, seulement du mépris et du dégoût. « Qui vous a permis de m'appeler, papa ?» Sa question glaça Chloé sur place, et le sourire hypocrite qui flottait sur ses lèvres se figea. « Papa, de quoi parlez-vous ? Je suis la femme d'Étienne. » « Sa femme ?
ricana monsieur Chevalier. Un rire d'une froideur à vous glacer le sang. L'épouse légale de mon fils, la mère de mon petit-fils, est juste ici. Quant à vous, vous n'êtes qu'une renarde qui s'est immiscée pour détruire une famille. Vous n'avez aucune place ici. Sur ces mots, il se tourna vers moi. Son regard s'adoucit. Il prit ma main et la leva devant tout le monde. Voici ma belle-fille, la seule et unique épouse que la famille Chevalier reconnaisse. La contre-attaque inattendue de monsieur Chevalier stupéfia toutes les personnes présentes. Le visage de Chloé passa du rouge au blanc, et elle resta sans voix. Elle n'aurait jamais imaginé que le futur beau-père, dont elle avait tant cherché à gagner les faveurs, allait publiquement lui arracher son masque. C'est alors que la porte des urgences s'ouvrit. Un médecin âgé sortit, l'air fatigué. Un membre de la famille du patient Étienne Chevalier, monsieur Chevalier et moi, nous approchâmes rapidement. C'est nous. Comment va mon fils, docteur? Le médecin nous regarda, secoua la tête et soupira. Nous avons fait de notre mieux. Le patient a subi de graves lésions cérébrales dues à un choc violent. Il a survécu à la crise et sa vie est sauve. Mais, il s'arrêta un instant, comme s'il cherchait les mots les moins blessants. Mais les lésions cérébrales sont si graves que ses chances de se réveiller sont minces. Il devra probablement vivre dans un état végétatif. État végétatif. Ces deux mots me frappèrent la tête comme un marteau invisible. Même si je ne l'aimais plus, la nouvelle que l'homme qui avait été mon mari devrait passer le reste de sa vie comme un corps sans âme me serra le cœur. Mais celle qui s'effondra complètement fut Chloé. « Non, ce n'est pas possible », hurla-t-elle comme une folle. « Étienne ne peut pas être dans cet état. Il m'avait promis de m'épouser et de me rendre riche. Vous mentez tous. Vous me trompez tous. » Elle tenta de se précipiter dans la salle d'urgence, mais fut retenue par les agents de sécurité. La cupidité et le désespoir l'avaient transformée en une bête sauvage et irrationnelle. « Laissez-moi, Étienne, mon argent, ma maison, ma voiture !» criait-elle en se débattant. Ces paroles, prononcées dans la confusion, révélèrent tout. Les gens autour comprirent alors toute la situation. Ils la regardèrent avec mépris. Elle n'était pas venue par inquiétude pour la vie d'Étienne, mais pour la fortune qu'il lui avait promise. « Faites sortir cette femme », ordonna monsieur Chevalier à l'équipe de sécurité. « Ne laissez pas cette souillure polluer cet endroit plus longtemps. » Chloé fut emmenée par deux agents de sécurité robustes, tout en continuant à proférer des insultes. Sa silhouette rouge et voyante disparut au bout du couloir, ne laissant derrière elle qu'un silence pesant et la tragédie qui venait de se conclure. Je regardais la scène, hébété. Il n'y avait aucune satisfaction, seule une tristesse immense m'envahit. La cupidité humaine était vraiment effrayante. Elle pouvait transformer une jeune et belle femme en un démon qui piétinait la vie et la morale. Ma belle-mère, Madame Béatrice, arriva à l'hôpital peu de temps après. Quelqu'un l'avait probablement prévenue. En nous voyant, monsieur Chevalier et moi, devant les urgences, au lieu de demander des nouvelles de son fils, elle se mit à me crier dessus. « C'est toi, espèce de garce maudite. C'est toi qui as mis mon fils dans cet état. Depuis le jour où tu as mis les pieds dans cette maison, il n'y a pas eu un seul jour de paix. Maintenant que tu as réduit mon fils à ça, tu es satisfaite? Pour sa sainteté. » Ces paroles venimeuses résonnèrent dans le couloir. Monsieur Chevalier, n'en pouvant plus, cria « Taisez-vous. Savez-vous au moins ce que votre précieux fils a fait? Il a enfermé sa femme et son fils malade dans une remise pour aller s'amuser avec cette traînée, et il a eu un accident. C'est lui qui l'a cherché. C'est une punition. » Béatrice, un instant décontenancée par la colère de son mari, reprit de plus belle. « Vous ne faites que la protéger, elle. Vous avez toujours pris le parti de cette paysanne. Elle vous a drogué ou quoi ?» Monsieur Chevalier, tremblant de rage, leva la main pour la gifler. Je l'arrêtai précipitamment. « Papa, calmez-vous, nous sommes à l'hôpital. » Je sentis qu'une nouvelle guerre venait de commencer dans notre famille. D'un côté, la justice et l'humanité, de l'autre, un égoïsme aveugle et cruel. Et moi, la victime, j'étais désormais au centre de cette guerre. Les jours suivants, l'hôpital devint ma deuxième maison. Ma vie était divisée en deux. La moitié du temps, je m'occupais de Léo en pédiatrie. L'autre moitié, je faisais des allers-retours en soins intensifs pour surveiller l'état d'Étienne. La fièvre de Léo était complètement tombée, et il avait retrouvé ses rires et son babillage.
Mais le choc psychologique de cette nuit semblait encore le tourmenter. Il se réveillait parfois en sursaut la nuit, pleurant et appelant son père, terrifié. Chaque fois, mon cœur se déchirait. Je ne pouvais que le serrer dans mes bras, lui tapoter le dos et lui murmurer des paroles de réconfort. Je savais qu'il faudrait beaucoup de temps pour que les cicatrices gravées dans sa jeune âme guérissent. Étienne était toujours là, immobile et insensible. Les divers équipements médicaux modernes qui l'entouraient émettaient des bips réguliers et froids, seule preuve qu'il était encore de ce monde. Les médecins disaient qu'il n'y avait aucune amélioration, que son cerveau ne montrait aucune réaction. Il était vraiment devenu un homme légume, l'ombre de lui-même. Si je lui rendais visite, ce n'était ni par amour, ni par devoir. L'amour était mort, et après ce qu'il avait fait, le devoir avait également disparu. Je venais probablement par un dernier reste d'humanité, parce qu'il était, malgré tout, le père de mon fils. Je regardais l'homme qui avait été autrefois mon univers. Mon cœur était vide. Ni amour, ni haine, seulement un sentiment d'étrangeté douloureux. Après son esclandre à l'hôpital, Béatrice n'osa plus me crier dessus. La vérité hideuse sur son précieux fils et l'attitude ferme de M. Chevalier l'avaient quelque peu intimidé. Mais je savais que ce n'était qu'un silence temporaire. Cette femme était un volcan de haine et de méchanceté qui n'attendait que le jour de son éruption. Elle venait aussi voir Étienne de temps en temps, mais choisissait toujours les moments où je n'étais pas là. Elle venait et repartait sans un mot, et son regard était toujours aussi acéré qu'un poignard. Ma vie s'écoulait ainsi, dans la fatigue et l'incertitude. Un après-midi, alors que j'épluchais une pomme pour Léo, M. Chevalier entra dans la chambre d'hôpital. Il semblait très affaibli, mais son regard était d'une fermeté inébranlable. Il s'assit sur une chaise et me regarda longuement avant de prendre la parole. Sa voix était basse et claire. « Amélie, tu ne peux pas vivre comme ça toute ta vie. » Je levai la tête et le regardai, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. Léo est maintenant guéri. Et Étienne, il ne se réveillera probablement jamais. Tu as encore un long avenir devant toi. Tu ne peux pas enterrer ta jeunesse dans un hôpital et dans l'ombre d'un homme qui n'est plus lui-même. Pour tes, de mon époque, mais papa, que dois-je faire maintenant? Demandai-je d'une voix désemparée. Je ne sais pas où aller, ni quoi faire. Rentre à la maison, répondit fermement M. Chevalier. Et commence à apprendre à être la maîtresse de ta propre vie. Ne t'ai-je pas dit que c'est toi qui prendrais toutes les décisions désormais? Je veux que tu reviennes non pas comme une belle fille soumise, mais comme la maîtresse de cette maison. Ces paroles me surprirent. Comment moi, qui n'avais jamais connu que la cuisine et l'éducation des enfants, pouvais-je diriger cette entreprise et cette famille? Je ne peux pas, papa. Je ne connais rien à la gestion. Monsieur Chevalier sourit. Un sourire rare sur son visage éprouvé. Personne ne sait tout en naissant. Si tu ne sais pas, tu peux apprendre. Quand j'ai commencé mon entreprise, je n'étais qu'un technicien sans le sou. L'important n'est pas ce que tu sais, mais si tu oses le faire. Asi, il me regarda profondément dans les yeux. Son regard semblait m'insuffler une force invisible. Amélie, tu es intelligente, patiente et, surtout, tu as un cœur chaleureux. Ce sont des qualités que l'on ne peut pas acheter avec de l'argent, et que ni Étienne ni ta belle-mère n'auront jamais. Je crois que tu y arriveras. Fais-le pour toi, et pour l'avenir de Léo. Aspousieux, Tourvé, et Espo. Ce jour-là, je quittai l'hôpital avec mon fils, et retournai dans cette demeure où je pensais ne plus jamais vouloir remettre les pieds. Mais cette fois, mon état d'esprit était complètement différent. Je n'allais plus vivre comme une ombre, comme une locataire dans ma propre maison. Je revenais en tant que personne qui devait apprendre à se battre pour protéger ce qui lui appartenait. En franchissant le seuil familier, je vis Béatrice assise avec arrogance sur le canapé, les bras croisés, nous toisant, mon fils et moi, d'un regard acéré. « Te voilà de retour. Je pensais que tu étais parti pour de bon. » Je ne dis rien, et passai devant elle en tenant la main de Léo. « Arrête-toi là !» cria-t-elle. « De quel droit sors-tu et entres-tu comme ça? As-tu oublié que je suis toujours ta belle-mère ?» Je m'arrêtai, me retournai lentement, et la regardai droit dans les yeux. Il n'y avait plus de peur ni de soumission dans mon regard comme avant, seulement un calme glacial. « Madame, je ne pense pas avoir besoin de la permission de qui, que ce soit pour rentrer chez moi et emmener mon fils dans sa chambre. » Mon attitude stupéfia Béatrice.
Elle n'aurait jamais imaginé que j'oserais lui répondre ainsi. Toi. Elle était si en colère qu'elle en perdit ses mots. C'est alors que M. Chevalier descendit de l'étage. Qu'est-ce que vous manigancez encore? Gronda-t-il. Amélie vient de rentrer de l'hôpital avec l'enfant. Au lieu de lui dire un mot gentil, vous cherchez encore la querelle? Regardez-moi ça, se leva brusquement Béatrice. Regardez-la. Elle n'a plus aucun respect pour personne. Maintenant qu'Étienne est cloué au lit, elle pense pouvoir s'emparer de toute la fortune de cette maison, n'est-ce pas? C'est exact, répondit fermement M. Chevalier. À partir de maintenant, toute la fortune de cette maison, toutes les affaires de l'entreprise, grandes et petites, seront décidées par Amélie. C'est ma décision. Avez-vous une objection? Achena mon meilleur. Béatrice resta bouche bée, figée sur place. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Son plan secret de s'emparer de la fortune et de nommer un fils d'un parent éloigné comme successeur venait de s'effondrer en un instant. Elle me regarda avec une haine extrême. « Très bien, faites comme vous voulez, » dit-elle en serrant les dents, avant de s'enfermer dans sa chambre en fulminant. Je savais qu'à partir de ce moment, la guerre dans notre famille avait véritablement commencé. Mais je n'avais plus peur. J'avais le soutien de mon beau-père et, surtout, une raison de me battre. Au cours des jours suivants, je commençais à m'adapter à un monde complètement nouveau. Monsieur Chevalier devint mon mentor. Il m'emmena à l'entreprise et me présenta aux principaux cadres. Il m'apprit à lire les rapports financiers, à analyser le marché, à négocier avec les partenaires. Au début, tout était si nouveau et si complexe que je ne comprenais rien. Mais avec de la persévérance et un travail acharné, je commençais peu à peu à tout saisir. Je veillais jusqu'à 3 heures du matin pour étudier les dossiers. J'arrivais tôt au bureau et repartais tard, assistant à toutes les réunions, grandes et petites. Ma transformation surprit tout le monde, des directeurs les plus exigeants aux simples employés, et ils commencèrent progressivement à me reconnaître. En examinant les affaires, je découvris de nombreuses anomalies. Des dépenses obscures, des contrats au montant exorbitant avec des sociétés écrans, des budgets de projets inexplicablement gonflés. Tous les documents portaient la signature d'Étienne. Il n'était pas seulement un mari infidèle, mais aussi un criminel qui avait abusé de son pouvoir pendant des années pour détourner les fonds de l'entreprise. J'eus l'intuition que Chloé n'était pas la seule femme dans la vie d'Étienne et que ce fameux voyage à Cannes n'était probablement pas de simples vacances. Plus je fouillais dans les dossiers de l'entreprise, plus j'avais des frissons dans le dos. L'empire commercial bâti par Étienne et sa famille n'était pas aussi glamour et transparent qu'il n'y paraissait. C'était une toile d'araignée, tissée de relations obscures, de chiffres habilement manipulés et de sommes colossales qui avaient disparu sans laisser de traces. La signature d'Étienne sur chaque document semblait se moquer de ma naïveté des dernières années. Je le croyais un mari compétent et dévoué à son travail. Il s'avérait que sa compétence était utilisée pour piller le fruit du sang et de la sueur de son propre père. Monsieur Chevalier, après m'avoir cédé le pouvoir, semblait s'être déchargé d'un lourd fardeau. Il n'intervenait plus directement dans les affaires, jouant le rôle de conseiller et de mentor patient. Chaque soir, après que Léo se soit endormi, nous travaillions tous les deux, assis à côté d'une montagne de dossiers. Il m'apprit à reconnaître les contrats désavantageux, à vérifier les flux de trésorerie, à déceler les chiffres mensongers. Dans les affaires, il ne faut jamais faire entièrement confiance à personne, pas même à ses plus proches, dit-il en regardant au loin. La cupidité peut transformer un ami en ennemi, un proche en étranger. Ces paroles résonnèrent dans mon cœur comme la conclusion amère de la tragédie de sa propre famille. Je décidai de commencer par les dépenses les plus importantes et les plus anormales. Mon regard s'arrêta sur une série de transactions mensuelles régulières vers une société au nom très plausible, Bleu Ciel Design S.A.R.L. Chaque virement s'élevait à des dizaines de milliers d'euros, sous le libellé frais de conseil de projet. Mais étrangement, cette société n'était jamais apparue sur la liste officielle des partenaires de notre entreprise. J'interrogeai M. Chevalier, mais il secoua la tête, disant n'avoir jamais entendu ce nom. Une société écran ou le canal de blanchiment d'argent d'Étienne. Je décidai d'enquêter sur cette société. Je demandai l'aide de M. Julien Martin, un directeur jeune, intelligent et particulièrement fidèle à M. Chevalier. Il était l'une des rares personnes de l'entreprise à ne pas appartenir au clan de Béatrice ou d'Étienne. Après avoir entendu mes explications, M. Martin accepta sans la moindre hésitation. « Ne vous inquiétez pas, madame,
Laissez-moi m'en occuper. Je trouvais aussi beaucoup de choses étranges depuis longtemps, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'intervenir. Seulement 2 jours plus tard, M. Martin m'apporta un dossier. Les informations qu'il contenait me stupéfièrent. La société Bleu Ciel existait bien, mais ce n'était pas une société de conseil en construction. C'était une entreprise spécialisée dans le design d'intérieurs de luxe et la vente de meubles, et sa représentante légale et propriétaire n'était autre que Chloé Lambert. Mon sang se glaça. C'était donc ça. Étienne avait monté un contrat fictif pour détourner les fonds de l'entreprise sous prétexte de frais de conseil et les verser à sa maîtresse. Il ne lui donnait pas seulement de l'argent de poche, il lui avait monté une entreprise. Les sentiments qu'il avait pour elle n'étaient peu, être pas une simple passion passagère. Mais ce n'était pas tout. Monsieur Martin avait trouvé un indice encore plus décisif. « Madame, regardez ça. » Il me montra l'adresse sur l'extrait cabis de Bleu Ciel. « Cette adresse ne vous dit rien ?» Je plissais les yeux pour regarder. C'était l'adresse d'un luxueux appartement neuf dans le 8e arrondissement. Je restais figé. C'était l'appartement qu'Étienne m'avait dit avoir acheté comme investissement pour l'avenir, un appartement qu'il allait louer pour gagner de l'argent. L'avenir dont il parlait était leur avenir, à lui et à Chloé. Ils avaient construit leur nid d'amour juste sous mon nez, avec l'argent durement gagné de ma famille. La douleur de la colère et de la trahison me submergea de nouveau. Je pensais être devenu insensible, ne plus rien ressentir. Mais non, la blessure était encore bien trop profonde. J'étais allé une fois dans cet appartement. Étienne avait menti, en disant qu'il me faisait visiter un appartement témoin. Je me souvenais encore vivement de la sensation d'être ébloui par son aspect luxueux et moderne. Je me souvenais aussi de sa voix, me chuchotant à l'oreille. Plus tard, j'achèterai une maison encore plus belle pour toi et notre fils. Tout n'était que mensonge, une comédie parfaite. Madame, j'ai aussi trouvé ça. La voix de M. Martin me ramena à la réalité. Il me tendit une clé USB. C'est le fichier vidéo de la caméra de surveillance du couloir de cet immeuble. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. D'une main tremblante, je branchai la clé USB sur mon ordinateur. Une vidéo apparut. C'était une vidéo enregistrée l'après-midi même du jour de l'accident d'Étienne. Dans la vidéo, Étienne et Chloé sortaient de l'ascenseur, se tenant la main et riant joyeusement. Étienne tenait dans sa main la valise que je lui avais achetée. Ils n'étaient pas allés à Cannes, leur destination était cet appartement. Ils comptaient y commencer leurs vacances romantiques. J'avançais la vidéo en accéléré. Environ 2 heures plus tard, Étienne partit seul. Il semblait pressé et marchait en téléphonant à quelqu'un. Son expression était un peu crispée. Il monta dans sa voiture et démarra en trombe. Il avait probablement reçu un appel professionnel urgent à ce moment-là et s'était dirigé vers l'autoroute avant d'avoir son accident fatal. Le voyage à Cannes n'était qu'un mensonge pour me tromper. Son vrai paradis était si proche. Je fermai l'ordinateur. J'avais la tête qui tournait. Ces preuves étaient plus que suffisantes pour exposer le vrai visage d'Étienne et de Chloé, mais je ne voulais pas m'arrêter là. Une personne capable de monter une comédie aussi sophistiquée pendant des années. Ces crimes ne se limitaient sûrement pas au détournement de fonds et à l'adultère. J'avais la forte intuition que l'accident d'Étienne n'était être pas une simple coïncidence. Et que derrière les projets, dont il était responsable, se cachaient des secrets bien plus terribles. Avec des preuves irréfutables en main, j'aurais pu tout faire éclater immédiatement, détruire socialement Chloé Lambert et faire en sorte que Béatrice ne puisse plus jamais relever la tête. Mais je ne l'ai pas fait. Une attaque soudaine ne m'apporterait qu'une satisfaction passagère, sans résoudre le problème à la racine. De plus, mon intuition sur les autres sombres secrets d'Étienne me poussait à agir avec plus de prudence. Je devais éplucher son hypocrisie, couche par couche, lentement mais sûrement, jusqu'à ce que la vérité pourrie qu'elle recouvrait soit entièrement exposée à la lumière. Au lieu de les attaquer de front, je décidai de couper leur source de vie, l'argent. Mon plan commença par un lundi matin ensoleillé. Je me levai plus tôt que d'habitude, choisis un tailleur bleu marine élégant et me fis un maquillage léger mais percutant. Dans le miroir, je n'étais plus la faible et soumise Amélie d'hier. Mon regard était empreint de détermination et d'une certaine froideur. Aujourd'hui, j'allais jouer mon premier coup. En arrivant à l'entreprise, je convoquai immédiatement le service comptable et M. Martin pour une réunion d'urgence. Au milieu de la surprise générale, j'exigeai fermement: « À partir d'aujourd'hui,
Je demande la révision et la suspension provisoire de tous les paiements relatifs au contrat de conseil avec Bleu Ciel. Parallèlement, veuillez geler toutes les cartes de crédit professionnel secondaires émises à des personnes non salariées. La directrice de la comptabilité, une femme d'âge mûr et une fidèle de Béatrice, s'opposa immédiatement. Madame, ce n'est pas possible. Le contrat avec Bleu Ciel a été personnellement validé par Monsieur Étienne et les paiements sont effectués régulièrement depuis 2 ans. Et l'une des cartes secondaires est utilisée par Madame Béatrice, la mère de Monsieur le Président. Si nous la gelons sans son accord, quand elle l'apprendra? Je la coupai. Ma voix n'était pas forte, mais elle avait une autorité qui fit taire toute la salle de réunion. Qu'avez-vous dit, Madame Béatrice, la mère du Président? À ma connaissance, le président du conseil d'administration actuel est Monsieur Henri Chevalier. Ma belle-mère, Madame Béatrice, n'occupe aucun poste dans cette entreprise. Alors, à quel titre utilise-t-elle une carte de crédit professionnel sans limite? La directrice de la comptabilité se tut, le visage blême. Et, concernant Bleu Ciel, continuai-je en balayant chaque personne du regard. Je soupçonne cette société d'être une société écran créée à des fins de blanchiment d'argent. J'ai déjà demandé une enquête au service juridique. En attendant les résultats officiels, toutes les transactions doivent être suspendues. C'est un ordre de ma part, en tant que dirigeante par intérim de l'entreprise, mandatée par M. Henri Chevalier. Y a-t-il d'autres objections? Un silence de mort régnait dans la salle. Le pouvoir que m'avait conféré, M. Chevalier montrait enfin sa force. Personne n'osa me contredire. Comme prévu, quelques heures plus tard, la tempête éclata. La première à m'appeler fut Béatrice. Elle était dans un grand magasin de luxe, et sa carte noire habituelle avait été refusée. « Qu'as-tu fait à ma carte ?» Sa voix, de l'autre côté du combiné, était stridente de colère. « Tu as osé suspendre ma carte? As-tu oublié qui je suis ?» Je répondis d'un ton calme et mesuré. « Madame, je n'ai fait qu'appliquer le règlement de l'entreprise. Les cartes professionnelles ne sont émises qu'aux employés à des fins professionnelles. Comme vous n'êtes pas une employée, nous avons dû la récupérer. Tu oses me faire la leçon? Cette entreprise appartient à notre famille. J'ai le droit de dépenser comme je veux. Madame, l'entreprise est une entité juridique indépendante, ce n'est la propriété privée de personne. À l'avenir, veuillez régler vos dépenses personnelles avec votre argent personnel. » Sur ces mots, je raccrochai, ne lui laissant pas l'occasion de déverser plus d'injures. Je pouvais imaginer son visage en ce moment. Elle devait être folle de rage. Sa source de financement illimité étant coupée, sa vie de luxe, ses jours de shopping sans regarder les prix, étaient terminés. La personne suivante à me contacter fut Chloé Lambert. Au lieu de téléphoner, elle vint directement à l'entreprise. Toujours habillée de façon extravagante, mais son visage avait perdu son assurance et son arrogance d'antan. Elle fut arrêtée dès la réception. Je l'observais depuis mon bureau sur l'écran de surveillance. Elle jouait la comédie de la pauvre femme, disant à la réceptionniste qu'elle avait une affaire urgente à me communiquer. Je donnai l'ordre de la laisser monter. En entrant dans mon bureau, Chloé regarda autour d'elle avec un regard envieux. « Amélie, » commença-t-elle d'une voix faussement douce, « j'ai entendu dire que vous aviez suspendu notre contrat. Y a-t-il eu un malentendu? Notre contrat est toujours en vigueur. » Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, faisant tourner un stylo entre mes doigts. Il n'y a aucun malentendu, Chloé. Simplement, notre entreprise est en train de réévaluer l'efficacité de ses partenaires et nous avons jugé que votre société, en dehors d'encaisser de l'argent chaque mois, n'apporte aucune valeur de conseil concrète. Le visage de Chloé changea subtilement. Que voulez-vous dire? C'est Étienne qui a validé le contrat. Il est le mieux placé pour connaître la valeur que nous apportons. Ah oui? Ricanai-je. Alors, pourriez-vous me montrer les rapports d'activité, les procès-verbaux de réception ou tout autre livrable de conseil que votre société a fourni au cours des 2 dernières années? Chloé se tut. Elle ne pouvait pas avoir de tels documents. Tout n'était qu'un contrat fictif. Vous faites exprès de me mettre dans l'embarras. Si Étienne l'apprend, il ne vous le pardonnera pas. Elle se mit à me menacer. Je me levai, m'approchai d'elle et lui murmurai à l'oreille, de sorte que nous seuls puissions entendre. « Étienne, que pensez-vous qu'il puisse me faire maintenant? Ou peut-être, feriez-vous mieux de vous inquiéter pour vous-même. L'appartement du 8e où vous vivez, vous croyez que je ne sais pas d'où vient l'argent?
La voiture de sport que vous conduisez. Vous croyez que je ne sais pas qui l'a payée? N'oubliez pas, Chloé. Ce qui n'est pas à vous doit être rendu tôt ou tard. Peut être même avec les intérêts. Chloé se mit à trembler de tout son corps, le visage livide. Elle me regarda avec un mélange de peur et de haine. Elle n'aurait jamais imaginé que je puisse connaître tout cela avec autant de détails. Dehors, dis-je d'une voix glaciale. Avant que j'appelle la sécurité. Chloé recula en titubant. Sans oser dire un mot de plus, elle se retourna et s'enfuit comme si elle était poursuivie par le diable. Mon premier coup avait été un succès parfait. J'avais coupé les 2 sangsues qui suçaient le sang de l'entreprise, mais je savais que ce n'était que le début. Une bête acculée est plus dangereuse que jamais. Et j'avais le pressentiment que Béatrice et Chloé n'allaient pas se laisser faire. La vraie guerre commençait probablement maintenant. Comme prévu, le silence de Béatrice et Chloé n'était que le calme avant la tempête. Privées de leur soutien financier et de leur vie de luxe, les 2 femmes n'avaient plus rien à perdre. Et une personne qui n'a rien à perdre est capable des pires folies. Leur contre-attaque ne visa pas l'entreprise ou les biens. Elles s'en prirent directement à la seule chose qui m'importait et qui était actuellement ma plus grande faiblesse, mon honneur. Elles voulaient me détruire, me faire passer pour une coupable aux yeux du public, afin que je ne puisse plus relever la tête et me battre. La tempête commença par des rumeurs et des ragots délibérément répandus. D'abord au sein de l'entreprise. Les gens commencèrent à murmurer dans mon dos que j'étais une épouse sans cœur, que j'avais profité de l'accident de mon mari pour usurper le pouvoir avec la complicité de mon beau-père, que j'étais un serpent que la famille avait nourri en son sein et qui mordait maintenant la main qui l'avait nourri. Je savais très bien que ces rumeurs venaient de la directrice de la comptabilité, la fidèle de Béatrice. J'ignorais. Le cœur des hommes est difficile à sonder, et les médisances du monde encore plus imprévisibles. Je me concentrais uniquement sur mon travail. Je croyais que mes actions seraient la réponse la plus claire, mais j'avais sous-estimé leur méchanceté. Ne parvenant pas à me faire tomber avec les rumeurs internes, elles décidèrent de porter l'affaire au grand jour et d'en faire une pièce de théâtre tragique pour susciter la pitié du public. Un matin, alors que je venais d'arriver à l'entreprise, M. Martin se précipita dans mon bureau, le visage blême. « Madame, c'est une catastrophe. Regardez ça. » Il posa sur mon bureau une tablette affichant un article d'un Media People en ligne. Le titre, énorme et sensationnaliste, en première page, me frappa les yeux. Exclusif. La vérité choquante sur la belle-fille d'un grand patron. Adultère et complot pour s'emparer de la fortune, pendant que son mari est dans le coma. Et de ses pas, t'as mon boisé. Et à cette tresse, en dessous, un long article écrit dans un style larmoyant, et sans lequel on ne pouvait le lire sans pleurer, dépeignait une histoire complètement fabriquée. L'article racontait que nous étions, Étienne et moi, un couple heureux, mais que j'avais changé, et que j'avais eu une liaison avec un autre homme. Ils insinuaient que cet homme était M. Julien Martin, qui m'aidait, qu'Étienne avait découvert la vérité et avait eu un accident en conduisant, accablé par le chagrin. L'article ne s'arrêtait pas là. Il m'accusait de ne jamais rendre visite à mon mari à l'hôpital, de m'être allié à mon beau-père pour m'emparer de l'entreprise, de chasser ma belle-mère de la maison et de lui couper tout soutien financier. L'article était accompagné de photos délibérément choisies. Une photo de moi et de M. Martin, travaillant tard à l'entreprise, était légendée. Des amants qui profitent de l'avenir derrière le dos du mari malheureux. Une photo de Béatrice pleurant devant le portail de la demeure, une photo prise le jour même où elle était venue faire un scandale, était légendée. Une mère âgée chassée par sa belle-fille au milieu de la nuit. Et le plus écœurant, une photo d'Étienne couché sur son lit d'hôpital, prise en cachette de loin, avec la légende « Un mari malheureux, abandonné dans l'adversité ». Mon sang ne fit qu'un tour. Je ne pouvais pas croire qu'il puisse être aussi abject. Non seulement ils déformaient la vérité, mais ils utilisaient même l'image tragique de leur propre fils et mari pour me calomnier. Qui leur avait fourni ces informations? Qui avait écrit cet article venimeux? Madame, cet article se propage à une vitesse incontrôlable, dit M. Martin, la voix pleine d'inquiétude. C'est la folie sur les réseaux sociaux et les forums. Tout le monde ne parle que de vous. Il vous appelle. Il n'osa pas finir sa phrase. Comment m'appelle-t-il? Dites-le, ça ne fait rien. La garce du siècle, la plus cruelle des croqueuses de diamants. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration, et réprimai la colère qui montait en moi. C'était une opération médiatique, minutieusement planifiée.
Ils essayaient de me détruire en utilisant la pression de l'opinion publique. Mon téléphone se mit à sonner sans arrêt. Partenaires, investisseurs et même d'anciens amis, tous appelaient pour savoir si c'était vrai. La boîte mail de l'entreprise était inondée de courriels de reproches et de condamnations. Les actions de l'entreprise, qui commençaient à peine à se redresser, montraient de nouveau des signes de baisse. « Madame, que devons-nous faire maintenant ? Faut-il organiser une conférence de presse pour nous expliquer ?» demanda Monsieur Martin, anxieux. Je secouai la tête. « Non. Plus nous nous justifierons maintenant, plus ils penseront que nous essayons de cacher quelque chose. Plus nous en ferons, plus nous tomberons dans leur piège. Ils veulent que nous soyons désemparés et que nous perdions le cap. Alors, nous allons rester les bras croisés et subir ? Bien sûr que non. » J'ouvris les yeux. Mon regard était froid et déterminé. Puisqu'ils veulent jouer à ce jeu, je vais y participer volontiers. Mais je ne jouerai pas selon leurs règles. Monsieur Martin, veuillez découvrir qui est le journaliste minable qui a écrit cet article et quel média l'a publié en premier. Je veux savoir qui est derrière eux. Je savais que la meilleure façon d'éteindre un feu n'était pas de jeter de l'eau sur les flammes, mais de trouver et de couper la source d'oxygène. Béatrice et Chloé n'étaient que des marionnettes. Il y avait sûrement derrière elles un manipulateur plus intelligent et plus méchant, quelqu'un qui savait utiliser les médias et exploiter la psychologie des foules. Chloé, avec ses relations dans le show-business, avait-elle demandé l'aide d'une puissance quelconque ? Cette guerre n'était plus une simple querelle de famille. C'était devenu une guerre sur la scène médiatique, une guerre où la moindre erreur pouvait tout me faire perdre. Mais je n'avais pas peur, ils m'avaient sous-estimé. Ils pensaient qu'une femme qui ne connaissait que la cuisine s'effondrait facilement face à la vindicte populaire. Ils ne savaient pas que même un ver de terre se tortille quand on lui marche dessus. Et qu'une femme acculée, pour protéger son honneur et son enfant, est plus redoutable que n'importe quelle tempête. La tempête médiatique fut plus violente que je ne l'avais imaginé. Mon nom était sur toutes les lèvres dans les médias en ligne et sur les réseaux sociaux. Mes photos étaient transformées en mèmes malveillants et diffusées. Les gens inventaient toutes sortes d'histoires sur mon passé, me transformant d'une pauvre orpheline en une femme rusée qui avait planifié son approche pour s'emparer de la fortune depuis longtemps. La pression de l'opinion publique était une arme invisible, mais d'une létalité redoutable. Les employés de l'entreprise commencèrent à me regarder différemment. Je sentais leur méfiance et leur distance. Certains partenaires hésitèrent et repoussèrent la signature de nouveaux contrats. Le navire que j'essayais à grand-peine de redresser était de nouveau sur le point de sombrer. Mais la personne la plus blessée n'était pas moi. Un après-midi, je suis allé chercher Léo à l'école. Il n'a pas couru vers moi pour se jeter dans mes bras comme d'habitude. Il est sorti en traînant les pieds, la tête basse, les yeux rougis. « Léo, qu'est-ce qui ne va pas ? Quelqu'un t'a embêté ?» demandai-je en m'agenouillant, inquiète. Il ne répondit pas, se contenta de secouer la tête, enfouit son visage dans mes bras et éclata en sanglots. Je le serrai contre moi, le cœur en miettes. Je savais pourquoi mon fils pleurait. Ces rumeurs malveillantes n'avaient pas seulement empoisonné mon âme, mais avaient aussi planté un poignard empoisonné dans la jeune âme de mon fils. Ce soir-là, j'ai appelé Monsieur Chevalier et lui ai tout raconté. De l'autre côté du combiné, sa voix était grave de colère, mais très calme. « Je sais, j'ai eu un rapport de l'avocat de l'entreprise ce matin. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des manigances méprisables. Concentre-toi sur ton travail, je m'occupe de l'extérieur. Mais papa, Léo, ma voix se brisa. Je sais. Pendant quelques jours, Léo viendra vivre à la maison de campagne. Il y aura des gens pour s'occuper de lui, et personne ne pourra l'embêter. Et toi, tu dois être encore plus forte. C'est maintenant le moment de prouver ce dont tu es capable. » Ces paroles furent comme un calmant, me redonnant ma sérénité. Oui, je ne pouvais pas m'effondrer. Je devais me battre, non seulement pour moi, mais aussi pour mon fils. Pendant que je m'éloignais temporairement de l'œil du cyclone, M. Martin agit avec une grande efficacité. Il trouva la personne derrière le premier article. Un journaliste indépendant du nom de Pascal Morin. Il était tristement célèbre dans le milieu pour ne reculer devant rien pour de l'argent. Et la personne qui avait fourni les informations, les photos et payé une somme colossale à Pascal Morin n'était autre que Chloé. Elle avait utilisé ses relations dans le show business pour monter cette attaque.
Mais un détail attira mon attention. Selon le rapport de M. Martin, l'argent que Chloé avait versé à Pascal Morin et à son réseau de médias était une somme importante, qu'elle ne pouvait pas se permettre avec ses capacités financières actuelles. D'où venait cet argent? Béatrice avait vu sa source de financement coupée, et Chloé aussi, son contrat ayant été suspendu. N'y avait-il pas un troisième personnage, un mystérieux bailleur de fonds qui tirait les ficelles en coulisses? Cette pensée me donna des frissons. Cette guerre semblait bien plus complexe que je ne l'avais pensé. Mais quel qu'il soit, mon objectif immédiat était d'éteindre cet incendie. Et la seule façon de le faire était de faire en sorte que ceux qui jetaient de l'huile sur le feu viennent eux-mêmes avec de l'eau pour l'éteindre. Je décidai de ne pas organiser de conférences de presse, ni de me lancer dans une joute verbale avec les médias. J'allais monter ma propre scène, les inviter tous, et leur faire jouer la dernière pièce. J'exposai mon plan à M. Chevalier. Au début, il hésita un peu, trouvant le plan assez risqué. Mais après avoir entendu mes explications, il fut complètement convaincu. « Très bien, fais comme tu l'entends. Je préparerai tout. » Mon plan était simple. J'allais organiser une réunion de famille élargie, sous prétexte de résoudre les conflits et de discuter de l'avenir de Léo. Les invités ne seraient pas seulement Béatrice et Chloé, mais aussi les aînés les plus influents de la famille Chevalier. Et j'allais accidentellement faire fuiter l'information de cette réunion au journaliste Pascal Morin. J'étais sûr qu'il ne manquerait pas une telle occasion exclusive. La scène était prête, le scénario écrit. Il ne me restait plus qu'à attendre que les acteurs principaux entrent d'eux-mêmes dans le piège parfait que j'avais tendu. La réunion fut fixée pour un week-end après-midi dans le grand salon de la maison de campagne familiale des Chevaliers. L'endroit avait une signification symbolique. C'était un lieu d'autorité, un lieu où l'on respectait les traditions et les convenances de la famille. Et aujourd'hui, cet endroit allait être le témoin de la chute de ceux qui, au nom des traditions familiales, avaient commis les actes les plus vils. J'arrivai tôt avec M. Chevalier pour tout préparer. Au lieu d'un tailleur, je portais une simple et élégante robe en soie blanche et un maquillage léger. Je voulais apparaître non pas comme une femme d'affaires froide, mais comme une belle-fille et une mère. Béatrice et Chloé arrivèrent ensemble. Béatrice jouait toujours la comédie de la pauvre femme, les yeux rougis, et agissait comme si elle ne pouvait marcher sans être soutenue. Chloé portait une robe noire, semblant respecter les convenances, mais elle ne pouvait cacher le triomphe dans son regard. Elle pensait probablement que j'avais finalement cédé et que je demandais grâce au jugement de la famille. Les aînés de la famille arrivèrent à leur tour. C'étaient tous des personnes âgées et respectées. Leur regard, en me voyant, était un mélange de curiosité et d'inquiétude. Je savais que les rumeurs avaient eu un impact non négligeable sur leur opinion. Une fois que tout le monde fut assis, je me levai et m'inclinai devant tous. Mes oncles, mes tantes, chers aînés, si j'ai pris la liberté de vous réunir ici aujourd'hui, c'est parce que je souhaite résoudre une fois pour toutes les conflits et les malentendus qui ont eu lieu dans notre famille. Je sais que ces événements malheureux ont porté atteinte à l'honneur de la famille. Je vous présente mes sincères excuses. Ma voix était sincère et humble. En voyant cela, Béatrice commença sa propre comédie. « Amélie, je suis heureuse que tu reconnaisses tes torts, sanglota-t-elle. Quelle mère n'aimerait pas son fils, et quelle belle-fille ne chérirait pas son mari? Mais, avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, plusieurs visages inconnus apparurent à la porte. Ils tenaient des appareils photos et des caméras. La vraie fête commençait maintenant. L'arrivée soudaine des journalistes rendit l'atmosphère déjà tendue du salon encore plus étouffante. Les aînés de la famille froncèrent les sourcils, mécontents. Béatrice et Chloé échangèrent un regard de triomphe significatif. Elles pensaient que c'était leur armée, préparée pour me mettre la pression et transformer cette réunion de famille en un procès public où je serais l'accusé. Monsieur Chevalier se leva pour ordonner aux agents de sécurité de les chasser, mais je le calmai en secouant doucement la tête. Tout se déroulait selon mon scénario. « Je suis désolé, chers aînés, quelqu'un a dû faire fuiter l'information, dis-je en feignant un léger embarras. Mais puisque les choses sont ainsi, je pense que c'est une bonne chose. Devant les médias, tout sera plus juste et plus transparent. Je n'ai rien à cacher. Et espia !» En entendant mes paroles, les visages de Béatrice et Chloé devinrent encore plus triomphants. Ils ignoraient complètement que ces journalistes, y compris Pascal Morin, avaient été invités par un informateur secret que j'avais préparé
et que l'enveloppe qu'ils avaient reçue était bien plus épaisse que celle payée par Chloé. Très bien. Puisque tu le dis, Amélie, dit l'un des aînés les plus respectés de la famille. Commençons. Raconte-nous ce qui s'est passé. Comme tout, Béatrice ne me laissa pas l'occasion de parler. Elle se leva immédiatement et commença sa comédie de larmes. Elle répéta l'histoire parfaitement fabriquée du journal. Comment j'avais changé, comment elle avait souffert en découvrant l'infidélité de sa belle-fille, comment je m'étais emparé de la fortune et l'avais chassée de la maison. Sa performance était si réaliste que même moi, j'aurais presque cru à cette histoire tragique. Les objectifs des caméras étaient constamment braqués sur elle, et les flèches crépitaient sans arrêt. Après son discours, Chloé prit le relais. Au lieu de pleurer, elle se fit passer pour une tierce personne consciencieuse qui ne pouvait supporter l'injustice. « Chers aînés, Étienne et moi ne sommes que de bons amis, dit-elle d'une voix sincère. Étant proche de lui, j'ai été le témoin le plus proche de sa souffrance après avoir été trahi par Amélie. Je lui ai conseillé à plusieurs reprises de reconsidérer sa décision et de retourner auprès de sa famille, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle a même dit. Elle s'arrêta, l'air embarrassé. Puis elle a dit qu'elle ne pouvait pas passer sa vie avec un mari qui serait bientôt inutile. Ces mots me transpercèrent le cœur comme un poignard. Quelle méchanceté! Sa méchanceté dépassait toutes les limites. Non seulement elle me calomniait, mais elle prononçait aussi les paroles les plus cruelles sur l'homme qu'elle prétendait être son ami proche. Des murmures parcoururent le salon. Tous les regards accusateurs et réprobateurs se tournèrent vers moi. Le journaliste Pascal Morin, l'air triomphant, continuait de prendre des notes. Leur pièce de théâtre était parfaite. Ils avaient réussi à faire de moi une pécheresse impardonnable. Je restai silencieuse, écoutant tout. Je ne les interrompis pas, je ne me défendis pas. Je les laissai jouer leur rôle, révéler d'eux-mêmes leur visage hypocrite et sale. Lorsque la pièce fut remplie de murmures et que je fus au centre du jugement, je me levai lentement. « Avez-vous toutes les deux terminé ?» Ma voix était étrangement calme. Mon calme surprit tout le monde. Ils s'attendaient probablement à ce que je m'effondre, ou que je supplie, pas à ce que j'adopte une telle attitude. « Votre pièce de théâtre était vraiment excellente, dis-je en applaudissant légèrement. Un geste d'une grande insolence. Si je n'étais pas la personne concernée, j'y aurais cru. Mais malheureusement, je ne suis pas venu aujourd'hui pour écouter votre pièce. Je suis venu pour vous en montrer une autre, une pièce intitulée « La vérité ». Sur ces mots, je fis un signe à monsieur Martin. Il brancha un ordinateur portable à un grand écran que nous avions préparé. Commençons par la solide amitié entre mademoiselle Chloé Lambert et mon mari. La vidéo de surveillance de l'immeuble de luxe fut projetée sur l'écran. Lorsque l'image nette d'Étienne et de Chloé, se tenant la main et s'enlaçant tendrement apparut, un silence de mort s'installa dans la pièce. Le visage de Chloé devint livide. « Non, c'est un montage. C'est un montage. Un montage, ris-je froidement. Et ça, alors ?» De nombreux virements du compte d'Étienne à celui de Chloé, les documents d'achat de l'appartement et de la voiture au nom de Chloé apparurent successivement à l'écran. « Chloé, votre amitié avec mon mari est vraiment précieuse. Elle vaut un appartement et une voiture de sport. Votre amitié peut donc être évaluée en argent, n'est-ce pas ?» Chloé s'effondra. Elle tomba sur sa chaise, sans un mot. Tous les regards se tournèrent alors vers elle, pleins de mépris. « Passons maintenant à la souffrance de ma belle-mère, dis-je en me tournant vers Béatrice. Vous avez dit que je vous avais chassé sans pitié de la maison. Alors, vous souvenez-vous de cette conversation ? Je lançai le fichier audio que j'avais secrètement enregistré dans le bureau d'Étienne, la nuit où il nous avait enfermés dans la remise. La voix aiguë et venimeuse de Béatrice résonna clairement. « Regardez-la, elle n'a plus aucun respect pour personne. Maintenant qu'Étienne est cloué au lit, elle pense pouvoir s'emparer de toute la fortune de cette maison, n'est-ce pas ?» Puis la voix ferme de monsieur Chevalier suivit. « À partir de maintenant, toute la fortune de cette maison, toutes les affaires de l'entreprise, grandes et petites, seront décidées par Amélie. » L'enregistrement terminé, tout le monde connaissait maintenant la vérité. Ce n'était pas moi qui l'avais chassée, mais elle qui, furieuse d'avoir perdu le pouvoir et de ne plus pouvoir détourner l'argent de l'entreprise, avait quitté la maison pour me calomnier. Et enfin, ma voix devint ferme, et mon regard se posa droit sur Béatrice et Chloé. Point la vérité sur l'histoire, selon laquelle j'aurais eu une liaison et tenté de m'emparer de la fortune.
Je lançai le dernier fichier audio. C'était l'enregistrement secret d'une conversation entre M. Martin et le journaliste Pascal Morin. Dans l'enregistrement, Pascal Morin avouait tout. C'est mademoiselle Chloé Lambert qui m'a engagé. Elle m'a donné beaucoup d'argent, ainsi que toutes les informations et les photos. Elle m'a demandé d'écrire un article choc qui rendrait madame Amélie Chevalier aussi misérable que possible. Elle a dit que si seulement Amélie tombait, elle pourrait tout avoir et que le jeu en valait la chandelle. Toutes les conspirations, toutes les manigances sales étaient exposées au grand jour. Le salon fut plongé dans un silence effrayant. Les aînés de la famille, le visage blême de colère. Les journalistes, comme dans une ruche en émoi, braquèrent leurs caméras sur les deux femmes, hébétées et sans voix. Béatrice et Chloé étaient complètement vaincues. Elles étaient tombées dans la tombe qu'elles avaient elles-mêmes creusée. Elles étaient ensevelies sous l'humiliation et le scandale. Leur pièce de théâtre était terminée, mais la mienne, l'acte final du jugement, n'était pas encore tombé. La réunion de famille se termina dans la confusion et l'humiliation de Béatrice et Chloé. Face aux preuves irréfutables, elles ne purent prononcer la moindre excuse. Les aînés de la famille, ayant appris toute la vérité, étaient extrêmement en colère. Au nom de la famille, ils s'excusèrent auprès de moi et de M. Chevalier pour l'avoir mal jugée, et déclarèrent en même temps renier Béatrice, la considérant comme la honte de la famille. De femme puissante et respectée, Béatrice avait tout perdu, l'argent, l'honneur et la reconnaissance de sa famille. Elle s'évanouit dans le salon et fut emmenée à l'hôpital dans l'indifférence générale. Chloé fut encerclée par les journalistes. En état de panique, elle tenta de s'enfuir, mais en vain. Les questions acérées comme des lames de rasoir continuèrent de pleuvoir sur elle. « Mademoiselle Lambert, est-il vrai que vous avez commandité la diffamation de madame Amélie Chevalier? Quelle est votre véritable relation avec monsieur Étienne Chevalier? L'argent utilisé pour acheter l'appartement et la voiture provient-il de fonds illégaux? » Son masque hypocrite était tombé. Sa carrière de mannequin qu'elle avait mis tant de mal à construire, son image de jeune femme pure, furent brisées en une seule journée. Le journaliste Pascal Morin, après la diffusion de l'enregistrement, comprit qu'il était démasqué et tenta de s'enfuir, mais fut rattrapé par l'équipe de sécurité de notre entreprise et emmené au poste de police. Diffamation, chantage et violation de l'éthique professionnelle. Sa carrière de journaliste était terminée. Le rideau était tombé, les méchants avaient payé. Je pensais que je serais soulagée et heureuse, mais non, je ne ressentais qu'une fatigue extrême. Ce combat m'avait pris tellement d'énergie. Je voulais juste rentrer chez moi, serrer mon fils dans mes bras et tout oublier. Mais le destin ne semblait pas encore vouloir me laisser tranquille. Après la réunion, M. Martin et moi sommes retournés à l'entreprise pour régler les affaires restantes. En triant les documents relatifs à l'affaire, M. Martin s'écria soudain « Madame, je viens de découvrir quelque chose de très étrange. » Il me montra l'écran de son ordinateur où s'affichait l'historique bancaire de Chloé qu'il venait de consulter. « Regardez ça. En plus de l'argent qui entrait régulièrement du compte de M. Étienne, une somme colossale de 500 000 € a été versée sur son compte par une société inconnue du nom de Terra Or Immobilier. » Cocro! Je fronçai les sourcils. Terra Or, un nom que je n'avais jamais entendu. À qui appartient cette société? J'ai enquêté, dit M. Martin, le visage pensif. C'est une nouvelle société immobilière, mais avec une force de frappe financière considérable. Mais, ce qui est surprenant, c'est que son représentant légal n'est pas un inconnu. Il s'appelle Serge Moreau. C'est un cousin éloigné de M. Étienne, qui a été licencié de notre entreprise il y a 3 ans pour avoir détourné des matériaux de construction. Serge Moreau, je me souvenais vaguement de lui. Un homme à l'allure de voyou, avec un regard rusé. Une personne que M. Chevalier avait personnellement licenciée. Comment un tel individu pouvait-il devenir le directeur d'une si grande société immobilière? Et j'ai aussi trouvé ça. M. Martin ouvrit un autre fichier. C'était le plan d'un projet en cours de Terra Or. Mon regard s'arrêta sur le nom du projet, Riviera Resort City. Monsieur Martin, pourriez-vous zoomer sur l'emplacement de ce projet? Monsieur Martin fit ce que je lui demandais. Une carte apparut, et mon cœur s'arrêta de battre. L'emplacement du projet était exactement la plage de Cannes, où Étienne avait menti en disant qu'il nous emmènerait en vacances. Toutes les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter de manière effrayante. Le voyage à Cannes n'était pas de simples vacances avec sa maîtresse.
Serge Moreau, terre à or, les 500 000 euros versés à Chloé. Tout cela avait sûrement un lien étroit. Et l'accident d'Étienne. L'accident s'était produit sur l'autoroute A6, en direction du sud. Était-ce une simple coïncidence? Monsieur Martin, enquêtez sur tout ce qui concerne terre à or et ce Serge Moreau. Je veux savoir d'où viennent leurs fonds, s'il y a de la corruption dans leurs projets. Et surtout, découvrez où était et ce que faisait ce Serge Moreau le jour de l'accident d'Étienne. Ordonnai-je d'une voix ferme, l'intuition d'une femme qui a été trompée une fois, l'intuition d'une personne qui a failli tout perdre, me disait que derrière cette affaire d'adultère et de détournement de fonds se cachait une vérité bien plus terrible, une vérité peut être liée à la vie humaine. En attendant les résultats de l'enquête de M. Martin, je décidai d'aller voir Étienne à l'hôpital. Non pas par intérêt pour lui, mais parce que je devais trouver des réponses. Il était le maillon le plus important de toute cette histoire. Il était toujours là, en soins intensifs, sans aucun changement. Je m'assis à côté du lit et regardai en silence l'homme qui avait été mon mari. Son visage était toujours beau, mais maintenant, pâle et sans vie. Étienne, l'appelai-je une dernière fois. Tu m'entends? Combien de secrets caches-tu encore? Pourquoi allais-tu à Cannes ce jour-là? Ce n'était pas seulement pour t'amuser avec Chloé, n'est-ce pas? Il ne répondit pas. Seul le son régulier du moniteur cardiaque se faisait entendre. Je soupirai et me levai pour partir. Mais soudain, je vis son doigt bouger, très légèrement, de manière presque imperceptible. Mais je l'avais vu. Mon cœur s'emballa. J'appelai immédiatement le médecin. Le médecin l'examina longuement, puis se tourna vers moi, les yeux pleins d'un mélange de surprise et de joie. C'est un miracle. Le patient commence à réagir aux stimuli externes. C'est un signe très positif. Il y a peu, être une chance qu'il se réveille. Je restais figé sur place. Étienne. Étienne pourrait se réveiller? Je ne savais pas si cette nouvelle était une bonne ou une mauvaise nouvelle pour moi en ce moment. S'il se réveillait, il devrait faire face à la réalité que sa famille était en morceaux, que sa mère était tombée en disgrâce, et qu'il était lui-même pris dans le tourbillon d'un secret mortel. Et plus important encore, s'il se réveillait, ceux qui se cachaient dans l'ombre le laisseraient-ils tranquille, ou ferait-il tout pour le faire taire à jamais? La nouvelle qu'Étienne montrait des signes de réveil se répandit comme une traînée de poudre, mais elle n'apporta pas seulement de l'espoir, mais aussi un danger imprévisible. Je savais que ceux qui se cachaient dans l'ombre n'allaient pas rester les bras croisés. Étienne, le principal coupable, était maintenant un témoin clé, une bombe à retardement qui pouvait tout faire exploser. Je demandai immédiatement à M. Chevalier de renforcer la sécurité à l'hôpital. Les gardes du corps les plus fiables commencèrent à se relayer 24 heures sur 24 devant la porte des soins intensifs. Toute personne entrant, y compris les médecins et les infirmières, devait subir une fouille approfondie. Je savais que je faisais une course contre la montre et contre les scélérats qui voulaient faire taire le dernier témoin. Pendant ce temps, M. Martin découvrit également des faits choquants sur terre à or. « Madame, c'est incroyable !» De l'autre côté du combiné, la voix de M. Martin était pleine de stupeur. Tous les projets de cette société sont problématiques. Ils intimident et forcent les agriculteurs à vendre leurs terres à bas prix, puis utilisent leurs relations occultes pour changer l'usage des sols et les revendre à des prix exorbitants. C'est un crime organisé, très sophistiqué. Et leur source de financement? Demandai-je, sentant un mauvais pressentiment. C'est la partie la plus effrayante, madame. Monsieur Martin s'arrêta un instant. Les flux financiers de terre à or sont liés à des activités de blanchiment d'argent international et à certains anciens projets de notre propre entreprise. Des projets directement supervisés par M. Étienne. Tout devenait clair maintenant. Étienne n'avait pas seulement détourné des fonds de l'entreprise pour sa maîtresse. Il était un maillon important d'une organisation criminelle bien plus vaste. Il avait abusé de son pouvoir pour utiliser l'entreprise de son père comme un outil de blanchiment d'argent pour des criminels. Serge Moreau n'était qu'un homme de paille pour détourner l'attention. La personne derrière tout ça devait être une puissance considérable. Monsieur Martin, et l'accident d'Étienne? Avez-vous trouvé quelque chose? J'ai vérifié les caméras de surveillance de l'autoroute et les témoignages. L'accident semble avoir été causé par une vitesse excessive de M. Étienne, mais il y a un point très étrange. Environ 10 minutes avant l'accident, la voiture de M. Étienne a été poussée sur la bande d'arrêt d'urgence par un camion noir dont la plaque d'immatriculation était masquée.
Les deux véhicules se sont arrêtés un instant avant de repartir. Selon la description d'un témoin, le chauffeur du camion était un homme avec une grande cicatrice sur le visage. Un camion noir. Un homme avec une cicatrice. Mon intuition me dit que ce n'était pas un simple accident de la route, mais une purge interne. Être qu'Étienne en savait trop, ou qu'il avait contrarié ses supérieurs. Alors, ils avaient essayé de l'éliminer. Mais pourquoi n'était-il pas mort? C'était être de la chance, ou la volonté du ciel, pour qu'il survive, fasse face à ses péchés et révèle tout au grand jour. Je transmis toutes ces informations à une équipe d'enquête spéciale de la police, que M. Chevalier avait secrètement contactée. C'étaient des gens en qui nous pouvions avoir une confiance absolue. Une enquête spéciale à grande échelle fut lancée, et le filet du ciel commença à se déployer. Il ne restait plus qu'à attendre que les gros poissons entrent d'eux-mêmes dans le filet. Quelques jours plus tard, un événement inattendu se produisit. Béatrice, apprenant que son fils pourrait se réveiller, vint à l'hôpital et demanda en pleurant et en suppliant de le voir. J'hésitais, mais finis par accepter. Je voulais voir ce qu'elle ferait. Sous la surveillance étroite des gardes du corps, elle fut autorisée à entrer seule dans la chambre pendant 10 minutes. La police et moi observions chacun de ses gestes grâce à une caméra cachée. En entrant dans la chambre, Béatrice éclata en sanglots en voyant son fils immobile. « Étienne, mon fils, pourquoi es-tu dans cet état? Si tu meurs, comment ta mère pourra-t-elle vivre ?» Elle pleurait amèrement, exprimant sa douleur. Mais bientôt, elle commença à dire des choses étranges. « Tu as été stupide, mon fils. Je t'avais dit de ne pas te mêler à ces gens. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des démons. Que faire maintenant? Pendant que tu es allongé ici, cette garce d'Amélie est en train de retourner le monde entier. Si tu te réveilles et que tu parles, non seulement toi, mais moi aussi, toute cette famille, nous serons tués par leurs mains. » En pleurant, elle sortit de la poche de sa robe une petite seringue. Elle contenait un liquide incolore. Mon cœur s'arrêta de battre. Que comptait-elle faire? Tuer son propre fils pour le faire taire? Pardonne-moi, mon fils. Si ta mère fait ça, c'est pour ton bien. Si tu pars, tout sera fini. Tu pourras être en paix. D'une main tremblante, elle approcha la seringue de la perfusion d'Étienne. Arrêtez. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, et la police et moi fîmes irruption. Béatrice, surprise, laissa tomber la seringue par terre. Qu'alliez-vous faire à votre fils? Grognai-je. Béatrice, le visage livide, garda les lèvres scellées. J'allais. Vous alliez lui injecter un poison pour le tuer, pour le faire taire, n'est-ce pas? Béatrice s'effondra par terre et se mit à pleurer comme un enfant. Je n'avais pas le choix. Ce sont eux qui m'ont menacé. Ils ont dit que si Étienne se réveillait et parlait, ils nous tueraient tous. Ils tueraient même Léo. Je n'avais pas le choix. Ces aveux me stupéfièrent. Il y avait des gens encore plus terribles qu'elle. Des gens qui avaient acculé une mère au point de la forcer à tuer son propre fils. Cette organisation criminelle avait étendu ses tentacules jusqu'aux recoins les plus sombres de la nature humaine. Peu de temps après, sur la base des aveux de Béatrice et des preuves existantes, la police lança une opération d'arrestation de grande envergure. Serge Moreau, l'homme à la cicatrice, et des dizaines de membres de l'organisation Terra Or furent arrêtés. Mais le vrai cerveau, celui qui détenait le plus grand pouvoir, échappait encore aux mailles du filet. Il avait senti le danger et avait disparu sans laisser de traces. La guerre n'était pas encore terminée. Le démantèlement de Terra Or provoqua une onde de choc dans les milieux des affaires et de la politique. De nombreux hauts fonctionnaires furent suspendus de leurs fonctions pour être interrogés. Des projets immobiliers fantômes furent révélés les uns après les autres, et l'Organisation internationale de blanchiment d'argent fut démantelée. La justice semblait se réaliser peu à peu, mais pour moi, la joie n'était pas complète. Le dernier coupable, celui qui avait causé la tragédie de notre famille et acculé ma belle-mère, restait un mystère. Il avait disparu comme un fantôme, sans laisser la moindre trace. Pendant ce temps, un miracle se produisit réellement. Étienne, après des semaines d'inconscience, se réveilla enfin. Son rétablissement était lent mais plein d'espoir. Il ne pouvait pas encore parler, mais il pouvait ouvrir les yeux et reconnaître les gens autour de lui. Je lui rendais visite tous les jours, pas en tant qu'épouse, mais en tant que personne qui tenait son destin entre ses mains. Je lui racontais tout.
Comment nous avions été enfermés dans la remise, comment sa mère avait essayé de le tuer, comment la famille Chevalier s'était effondrée, et les crimes qu'il avait lui-même commis. Je ne savais pas à quel point il comprenait. Je voyais seulement des larmes couler sur ses joues chaque fois que je parlais. Étaient-ce des larmes de regret ou d'impuissance? Je ne le savais pas, et je ne voulais plus le savoir. L'amour, la haine, tous les sentiments s'étaient estompés, ne laissant qu'un vide froid. La seule chose dont j'avais besoin de lui maintenant, c'était un témoignage sur le dernier coupable. La police tenta à plusieurs reprises de l'interroger, mais Étienne ne pouvait pas encore parler. Il ne faisait que grogner et essayer d'exprimer quelque chose avec son regard. Mais chaque fois qu'on parlait de la personne derrière tout ça, une terreur extrême se lisait dans ses yeux. Comme si ce nom était un tabou, un objet de peur plus grand que la mort elle-même. Béatrice, après avoir été arrêtée sur le fait, avoua docilement tout ce qu'elle savait. Mais les informations qu'elle connaissait étaient également très vagues. Elle savait seulement qu'il y avait un haut placé derrière Étienne, un homme d'un pouvoir immense qui pouvait décider de la vie et de la mort de toute la famille. Elle avait été menacée et forcée d'obéir à leurs ordres. Compte tenu de sa coopération à l'enquête et de son état psychologique instable, elle fut assignée à résidence. Chaque jour, elle venait à l'hôpital et regardait de loin la chambre de son fils, sans oser s'approcher. Cette femme autrefois si arrogante et impétueuse n'était plus qu'une ombre silencieuse, vivant dans le regret tardif et le remords. Chloé, réalisant qu'elle ne pourrait pas échapper à la justice après le démantèlement de l'organisation criminelle, tenta de liquider ses biens et de fuir à l'étranger, mais fut arrêtée à l'aéroport. Blanchiment d'argent, complicité d'escroquerie, diffamation. Face aux preuves irréfutables, elle dut faire face au jugement sévère de la loi. Ma vie retrouva peu à peu son calme, mais c'était un calme lourd. Chaque jour, j'étais confronté à un choix difficile. Étienne n'était plus une menace. Il n'était plus qu'une épave qui passerait le reste de sa vie à dépendre des autres, vivant dans le remords. Je pouvais facilement demander le divorce, couper tous les liens et l'abandonner. Ce serait une douce vengeance, une fin méritée pour ce qu'il avait fait. Mais chaque fois que je voyais Léo, je ne pouvais pas. L'enfant me suppliait souvent d'aller voir son père. Il s'asseyait à côté du lit et racontait à son père ce qu'il faisait à l'école, lui montrait fièrement ses dessins. Il prenait la main de son père et la portait à sa joue. « Papa, guéris vite et viens jouer au foot avec moi, d'accord ?» Les paroles innocentes de l'enfant me transperçaient le cœur comme des lames de rasoir. Aussi terrible qu'était Étienne comme mari et comme criminel, il était toujours le père de mon fils. Était-ce trop cruel de priver mon enfant de son seul père? J'étais à la croisée des chemins. Un chemin menait à une vengeance parfaite. Un chemin où je pouvais me débarrasser du passé et commencer une nouvelle vie sans aucune contrainte. L'autre chemin menait au pardon. Un pardon imparfait, qui me ferait porter un lourd fardeau, mais qui pourrait préserver pour mon fils le semblant d'un foyer, même s'il n'était pas complet. Monsieur Chevalier, après avoir traversé toutes ces épreuves, avait vieilli de 10 ans. Il n'intervenait plus dans mes décisions. Il disait simplement « Amélie, fais ce que ton cœur te dit. Quelle que soit ta décision, ton père te soutiendra toujours. » Un après-midi, comme d'habitude, j'étais assise à côté du lit d'Étienne, lui épluchant une pomme. Soudain, il ouvrit la bouche. Sa voix était faible et rauque, mais claire. « Amélie, hey !» Je fus si surprise que je faillis laisser tomber le couteau. Je levai précipitamment la tête, il me regardait. Ses yeux étaient plus clairs qu'avant, plus vivants. Pardon, il semblait utiliser toutes ses forces pour prononcer ces deux mots. Des larmes se remirent à couler sur ses joues. Je le regardais, le cœur confus. Haine, pitié, reste d'affection conjugale. Tout se mélangeait. Je ne savais pas quoi répondre. C'est alors que mon téléphone sonna. C'était Monsieur Martin. « Madame, je l'ai trouvé. J'ai trouvé sa tanière. » De l'autre côté du combiné, la voix de Monsieur Martin était pleine d'excitation. Le dernier coupable. Il se cache dans une villa près de Fontainebleau. La police est en route. Je me levai d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Enfin, le jour était venu. Je regardais Étienne, puis le soleil couchant par la fenêtre. Pardon ou punition? Une vie paisible ou un combat jusqu'au bout? Le choix final m'appartenait, et quelle que soit la voie que je choisirais, je savais que cette tempête n'était pas encore terminée. L'opération d'arrestation à Fontainebleau se déroula rapidement et sans un coup de feu.
Le dernier coupable, un homme d'affaires à l'allure élégante et autoritaire qui avait tout manipulé dans l'ombre, fut arrêté alors qu'il s'apprêtait à monter sur son yacht pour fuir à l'étranger. Il n'aurait jamais imaginé que le réseau criminel qu'il avait mis des années à construire s'effondrerait aussi vite. Le jour où il fut ramené à Paris, je suis allé le voir, non pas par satisfaction, mais pour mettre un point final au passé. À travers la vitre de la voiture de police, je vis un visage familier. L'homme qui posait à côté de mon beau-père sur de vieilles photos de jeunesse, celui que M. Chevalier avait un jour considéré comme un ami. La cupidité pouvait vraiment transformer un ami en ennemi, un homme en démon. L'affaire se conclut par les peines les plus sévères pour les coupables. La justice était tardive, mais elle fut finalement rendue. Le nom et l'honneur de l'entreprise familiale furent restaurés. Tout semblait être rentré dans l'ordre. Après ce jour, j'ai fait mon propre choix. Je n'ai choisi ni la vengeance, ni le pardon facile. J'ai choisi ma propre voie, pour l'avenir de mon fils et pour ma propre tranquillité. J'ai demandé le divorce. Le procès se déroula discrètement. Pas de dispute, pas de reproche. Étienne ne put assister à l'audience en raison de son état de santé, mais il m'envoya une lettre par l'intermédiaire de son avocat. Dans la lettre, il acceptait toutes mes demandes, y compris la garde des biens et de l'enfant. Il ne demandait qu'une seule chose, pouvoir voir Léo de temps en temps. J'ai accepté, pas pour lui, mais pour mon fils. Je ne voulais pas que mon fils grandisse avec un cœur plein de haine. Je voulais qu'il sache que son père avait commis des erreurs, qu'il en avait payé le prix, mais qu'il restait néanmoins son père. Après le divorce, je n'ai pas jeté Étienne à la rue. J'ai utilisé une partie de ma fortune pour le placer dans le meilleur centre de rééducation, où il pourrait recevoir un traitement et des soins à long terme. Ce n'était pas par amour restant, mais être par affection. L'affection de 6 années de mariage. L'affection d'un être humain pour un autre, acculé. C'était la dernière chose que je pouvais faire pour lui et pour ma conscience. Béatrice, après que tout fut révélé, s'effondra complètement. Elle vivait seule et isolée dans une vieille maison, n'osant regarder personne. J'envoyais parfois quelqu'un lui apporter de la nourriture et des médicaments. Non par pardon, mais parce que je savais que le remords et la solitude pour le reste de sa vie étaient la plus lourde peine qui lui ait été infligée. Le temps passa. 5 ans s'écoulèrent. L'entreprise, dirigée par M. Chevalier et moi-même, connut une croissance fulgurante, devenant l'une des meilleures du secteur. Mais pour moi, le plus grand succès n'était pas les chiffres sur les rapports financiers, mais le sourire de mon fils. Léo était maintenant en CM2, un enfant en bonne santé, intelligent et profond. Il connaissait tout ce qui s'était passé dans le passé. Je ne lui avais rien caché, mais il n'avait aucune rancune. Il ne faisait qu'aimer et chérir sa mère encore plus. Le week-end, je l'emmenais parfois voir Étienne. Il pouvait maintenant s'asseoir dans un fauteuil roulant et prononcer de courtes phrases. Sa mémoire était partiellement revenue, mais le souvenir de ses crimes passés semblait avoir été effacé. Il se souvenait seulement qu'il avait eu une femme nommée Amélie et un fils nommé Léo. Chaque fois qu'il voyait son fils, il souriait innocemment, comme un enfant. C'était être, pour lui, une forme de salut. Par un bel après-midi ensoleillé, Léo et moi nous promenions dans le parc de Bagatelle. Le soleil doré s'étirait en longues ombres sur l'herbe verte. « Maman » demanda soudain Léo. « Tu es heureuse ?» Je m'arrêtai un instant à la question de mon fils. Je regardai le sourire radieux de mon enfant, puis le vaste ciel bleu. Je souris. Un sourire sincère et serein. « Oui, mon chéri. Maman est très heureuse. J'avais pensé que ma vie était une longue nuit sombre sans issue. Enfermé dans la remise du désespoir, enchaîné par la trahison et la cruauté. Mais c'est dans cette obscurité même que j'ai découvert la lumière de l'amour paternel, de l'humanité et de la force qui sommeillait en moi. La porte de la remise s'est ouverte, libérant non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Mon aube n'est pas arrivée en un jour. Ce fut un long voyage à travers l'obscurité et les tempêtes. Et maintenant, debout sous le soleil chaud, je réalisais que le bonheur n'est pas l'absence de souffrance, mais la manière dont nous y faisons face et la surmontons. La nouvelle vie de mon fils et moi ne faisait que commencer. Une vie où il n'y a plus de haine, seulement de l'amour, du pardon et un ciel serein devant nous.